Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 20 août 2025 et notre ami Laith Marouf de Beyrouth est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Laith. Ravi d'être avec vous, Nima. Laith, comment vois-tu la situation en Syrie? Il semble que pour la première fois, le gouvernement syrien essaie d'établir une certaine forme de contact en discutant avec les Israéliens. Que se passe-t-il en Syrie? Et comment perçois-tu le rôle de la Turquie dans tout cela? Eh bien, comme nous venons de l'entendre, le soi-disant ministre des Affaires étrangères du HTS a rencontré des représentants israéliens en Europe et cela a été rapporté par l'agence officielle syrienne de presse nationale, désormais contrôlée par le HTS. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce n'est pas une rumeur ou quoi que ce soit de ce genre. Le gouvernement du parti Baas, pendant 50 ans, n'a jamais rencontré les sionistes, même lors des négociations sur la restitution du plateau du Golan. Il s'agissait de négociations indirectes avec les États-Unis, car la Syrie n'a jamais reconnu la légitimité ni l'existence de la colonie sioniste en tant qu'État. Et nous voilà, après 9 mois au pouvoir, et les escadrons de la mort wahhabites rencontrent déjà l'ennemi du peuple syrien, l'ennemi du peuple arabe, l'ennemi du peuple musulman, sur un pied d'égalité, comme si la colonie sioniste était une entité légitime avec laquelle on peut négocier. Et évidemment, vous savez, le gouvernement Assad d'avant est maintenant justifié, car ces escadrons de la mort wahhabites, ceux qui réclamaient la démocratie et les droits de l'homme, ne sont en réalité que des espions et des agents de la colonie sioniste et de l'Occident. Et même Sayed Hassan Nasrallah, depuis sa tombe aujourd'hui, a été justifié, parce que tout le monde se souvient que lorsque le Hezbollah est intervenu en Syrie pour stopper l'avancée de ces hordes wahhabites, ils ont été dénigrés, traités de soutien de la dictature et autres accusations. Et Sayed Hassan Nasrallah, dans chaque discours, disait que si le gouvernement Assad tombait entre les mains de ces escadrons de la mort wahhabite, nous verrions la Syrie abandonner la Palestine, la Syrie devenir une alliée des sionistes, et que ce serait la pire chose qui pourrait arriver à la Palestine. Et nous y voilà. C'est la réalité. Et bien sûr, derrière le régime de Jolani se trouve le gouvernement turc, les Saoudiens, les Qataris, les Jordaniens, la CIA et le MI6. Ce sont tous ces acteurs qui manœuvrent ce gouvernement qui en réalité ne dirigent pas vraiment le pays. Rappelez-vous, une grande partie du pays est occupée par l'Amérique, par la Turquie ou échappe au contrôle du régime de Jolani. Et cela n'a rien de surprenant, car les Turcs, c'est-à-dire le gouvernement turc, pas le peuple turc, le gouvernement turc, le gouvernement jordanien, le gouvernement saoudien, ont tous été des alliés des sionistes depuis plus d'1 siècle, complotant contre toute résistance arabe ou musulmane au sionisme. Il semble qu'ils cherchent la légitimité du gouvernement syrien en dehors de la Syrie. Il faut une certaine unité à l'intérieur du pays pour être plus fort, pour être plus puissant. Mais pensez-vous que la Turquie, et même, j'irais jusqu'à dire, Erdogan, comment essaie-t-il d'aider la Syrie lorsqu'il leur demande de nouer de nouvelles relations, d'établir de meilleurs liens avec les Israéliens? Nous savons qu'Israël ne serait pas satisfait de ce qui viendrait de la Syrie. Ils veulent une grande partie de la Syrie. La seule raison pour laquelle ils essayent de discuter avec Al-Jolani et ces gens-là, c'est comment voyez-vous le peuple syrien? Que pense-t-il de ces personnes au pouvoir, de ces combattants du HTS? Vous savez, j'ai regardé beaucoup de vidéos provenant de l'intérieur de la Syrie, publiées par différentes personnes qui témoignent de la situation sur le terrain. Beaucoup de ces vidéos viennent de différentes régions du pays, et même de prédicateurs,
des prédicateurs religieux qui sont censés être du même camp qu'Al-Jolani. Le niveau de critique qui a émergé est sans précédent. Je pense que le régime d'Al-Jolani a non seulement perdu toutes les minorités, les Alaouites, les Chiites, les Druzes, les chrétiens et les Kurdes, mais il est aussi en train de perdre les sunnites, à l'exception de la majorité qui est mystique, c'est-à-dire soufis. Même ceux qui soutiennent ces tendances wahhabites ou ikhwani au sein de l'islam sunnite commencent maintenant à remettre cela en question. Parce qu'on leur avait dit, ou ces gens s'étaient fait dire, qu'Al-Jolani et ses hommes étaient forts et capables de vaincre la Russie, la Syrie, l'Iran et le Hezbollah. Et maintenant, tout le monde voit que cet homme est une marionnette manipulée dans tous les sens. Selon qui lui donne de l'argent, il fera n'importe quoi. Et cela crée désormais des divisions, même au sein des camps salafistes, takfiri ou frères musulmans. Donc tous ces mouvements affaiblissent Al-Jolani. Il le sait, mais c'est ce que veulent ses maîtres. Le rôle principal d'Al-Jolani en ce moment, ainsi que de son régime, est d'entériner la reddition du territoire et de la souveraineté syrienne, autant que possible, avant sa chute. Car ce n'est pas un gouvernement qui va durer longtemps. Par conséquent, celui qui viendra après devra traiter avec une personne qui aura signé un traité au nom du peuple syrien et du gouvernement syrien. Je pense donc que c'est la principale raison de tout cela. Cela continue aussi vite qu'ils essayent de le faire. Écoutez, les sionistes essayent d'aller aussi vite que possible parce qu'ils craignent que s'ils ouvrent, disons, une guerre au Liban, cela n'affecte le régime d'Al-Jolani. Les escadrons de la mort d'Al-Jolani pourraient être envoyés au Liban, et il est très probable qu'ils seront anéantis dès qu'ils affronteront le Hezbollah, ce qui signifie que le reste de la Syrie sera plus difficile à contrôler pour Al-Jolani. Et il y a une très forte probabilité de révolte possible, pendant que les escadrons de la mort wahhabites tentent d'envahir le Liban. Ils essayent donc de finaliser tout traité ou toute reddition possible de la Syrie aux sionistes avant qu'un tel événement ne se produise. Laith, comment décririez-vous la société au Liban? Quelle est la proportion de sunnites, chiites et alaouites? Et nous savons, vous avez mentionné le soufisme, quelque chose de similaire à ce que nous avons en Turquie, et c'est très proche du chiisme iranien. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la combinaison de ces différentes factions de la société en Syrie? Oui, environ 85% de tous les sunnites en Syrie sont des mystiques soufis. Vous savez, il existe évidemment des écoles soufis au sein de l'islam sunnite et aussi des écoles soufis au sein de l'islam chiite. Et les deux écoles soufis sont très proches l'une de l'autre parce que tout tourne autour de la spiritualité et non, vous savez, du littéralisme. Donc voilà, c'est comme ça. Au Liban, c'est pareil. En fait, la plupart des musulmans sunnites, en dehors des monarchies du Golfe, la grande majorité des sunnites, de la Mauritanie à l'Indonésie, sont soufis. Et vous savez, c'est aussi vrai au Liban. Et nous avons vu, au cours de la semaine dernière d'ailleurs, non seulement ces écoles soufis critiquer la direction du gouvernement qui tente de désarmer le Hezbollah, mais nous avons aussi vu Al-Jama'a al-Islamiyya, le groupe islamique qui est l'un des groupes sunnites armés ici au Liban. Al-Jama'a al-Islamiyya a organisé une manifestation à Tripoli, qui est une ville principalement sunnite dans le nord. Comme nous le savons, il y a quelques semaines, un mois, l'émissaire de Trump, Barak, a menacé de remettre Tripoli au gouvernement du HDS en Syrie. Donc, voir Al-Jama'a al-Islamiyya, le groupe islamique, organiser une manifestation à Tripoli et déclarer qu'ils refusent le désarmement du Hezbollah et qu'ils se tiendront à leur côté en cas de confrontation ou de guerre venant de l'extérieur du pays, montre qu'il est très difficile pour les Saoudiens et les Turcs
d'influencer les tendances sunnites au Liban. Il y a un autre problème que les Saoudiens et les Turcs rencontrent avec la population sunnite ici. En 2019, le régime saoudien a kidnappé l'ancien Premier ministre, Hariri, l'a attaché sur une chaise et l'a forcé à démissionner en direct à la télévision. Et puis c'est Sayed Hassan Nasrallah qui lui a en quelque sorte sauvé la vie et l'a ramené au pays. Mais depuis ce jour-là, les Saoudiens ont en quelque sorte interdit à la famille Hariri de revenir en politique. La famille Hariri est la famille politique sunnite la plus établie du pays. Ainsi, la famille Hariri est forcée de quitter la sphère politique. Tandis qu'en même temps, tous ces soufis et le groupe islamique s'opposent à ce que l'Arabie saoudite essaie de faire, avec les Turcs également derrière eux au Liban. Cela signifie que les Saoudiens n'ont en réalité que très peu d'influence au sein de la population sunnite ici, contrairement à ce qu'ils peuvent avoir, disons, en Syrie ou en Irak. Cela rend de plus en plus difficile pour la CIA et le Mossad de manœuvrer en faveur d'une guerre civile. La seule chose sur laquelle ils peuvent vraiment compter, comme possibilité de guerre civile, ou pour que des agents locaux affrontent la résistance, ce sont les partis phalangistes chrétiens suprémacistes, qui représentent une toute petite minorité, même au sein de la population chrétienne. Et ce n'est pas une force de combat capable de changer la donne sur le terrain, surtout si les Druzes, les Alaouites, les Chiites et la majorité des Sunnites s'unissent contre eux. Il n'y a aucun moyen pour que cela devienne une bataille gagnante pour les Saoudiens. Voilà un aperçu de la situation actuelle. Et il y a seulement 2 jours, une conférence de presse conjointe s'est tenue au siège du PSNS, le Parti social nationaliste syrien, réunissant le Hezbollah, le PSNS et divers autres partis patriotiques, panarabes ou de libération, tous assis ensemble lors de cette conférence de presse. Ils ont qualifié ce que le Premier ministre, Nawaf Salam, tente de faire de choses la plus proche de la trahison qu'ils aient vue au Liban depuis des décennies, et ont déclaré qu'ils n'autoriseraient pas les armes through désarmement extrême. Cela montre donc qu'une coalition est déjà en train de se former, presque une résurgence du Front patriotique, appelé Jamoul, dans les années 70, 80 et 90, qui luttait contre l'occupation israélienne en coalition avec le Hezbollah et Amal à l'époque. Nous assistons donc aujourd'hui à une renaissance d'un front patriotique qui transcende les partis, le gouvernement, les religions et les identités. Et cela montre à quel point il sera presque impossible pour Salam de parvenir au désarmement du Hezbollah. Laith, quel a été le résultat de la visite au Liban d'Ali Larijani, chef du Conseil de sécurité iranien? Quelles en ont été les conséquences pour le gouvernement libanais? Oui, je pense que les tensions entre le Hezbollah et le gouvernement. Oui, je pense que la chose la plus évidente que l'on puisse constater à propos de ce qu'a fait Larijani à son arrivée, c'est qu'à la fin de sa rencontre avec Nawaf Salam, un caméraman, micro ouvert sur sa caméra, a capté quelques mots de Larijani à Salam. Et ces mots ont, je crois, résonné dans tous les médias et sur les réseaux sociaux ici. Larijani parlait très doucement, mais il a été surpris par le micro en train de dire à Salam: « Vous savez, j'espère que vous n'êtes pas en colère ou mécontent, mais je n'avais pas d'autre choix que d'être très franc et direct avec vous. » Cela montre donc, cela signifie que Larijani a été direct avec Nawaf Salam. Et l'Iran, par l'intermédiaire de Larijani, a clairement indiqué qu'il n'autoriserait pas un massacre de la population chiite au Liban. Je pense que les marges de manœuvre étaient très limitées pour l'Iran. Il semble que l'Iran ait dit au gouvernement ici au Liban
que le Hezbollah ne déclencherait aucune confrontation extérieure. Et c'est ce que Téhéran est prêt à accorder à ce gouvernement. Mais toute tentative de désarmer le Hezbollah entraînera une intervention militaire directe de l'Iran. Voilà à quel point Larijani a été direct, selon moi. Et c'est ce que l'on entend dans les cercles politiques du pays. Si l'on met bout à bout les propos de Larijani, les déclarations de la nouvelle coalition de partis politiques qui défendent la résistance et ce qui se passe sur le terrain au Liban, il est clair que nous nous dirigeons vers deux possibilités. Soit le gouvernement de Nawaf Salam fait marche arrière et essaie de trouver une formule concernant la question des armes du Hezbollah ou d'autres groupes de résistance qui soit patriotique, et c'est ce que propose le Hezbollah. Le Hezbollah propose d'élaborer une stratégie militaire nationale pour voir comment armer l'armée afin de la rendre réellement capable de défendre le pays. Et alors, on pourra parler de désarmement. C'est donc une possibilité. Que Nawaf Salam fasse effectivement marche arrière et accepte ce que veulent le Hezbollah et le reste du bloc de la résistance ici dans le pays. La seule autre possibilité, si Salam ne suit pas cette voie, c'est que le gouvernement de Salam va s'effondrer. Parce que cela fait déjà plus d'une semaine que les ministres chiites au sein du cabinet, ainsi que quelques autres ministres issus de partis soutenant la résistance, refusent de participer aux réunions du cabinet, ce qui signifie que le gouvernement est actuellement inconstitutionnel. Et si cela continue ainsi, il y aura un effondrement du gouvernement et Nawaf Salam perdra son poste. C'est la seule autre possibilité. Et je ne pense pas que nous aurons une guerre civile interne. L'armée, représentée par le général Haikal, a clairement indiqué qu'elle ne dirigera pas ses armes contre les civils ou les citoyens du Liban. Il semble que vous ayez un problème de connexion Internet. Oui, de mon côté, tout va bien. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Mais Laith, penses-tu que le Liban apprend d'une certaine manière de son propre gouvernement en ce qui concerne la façon dont le gouvernement se comporte? Je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit. Désolé, j'ai été un peu coupé. Ma question porte sur la courbe d'apprentissage du gouvernement face à la situation au Liban. Oui, laissez-moi sortir et réessayer, et nous verrons comment cela se passe. D'accord, attends une seconde. D'accord. Wissam cheated to Wokibmag votre connexion Internet. Je ne sais pas quel est le problème. Je pense que non, hein? Oui. Est-ce que tu es au même endroit ou ailleurs? J'ai l'impression que tu es ailleurs. Est-ce que tu m'entends, Laith? Oui, ça coupe encore. Oui, je pense, Laith, que nous avons le... Tu m'entends, Laith? Oui, je t'entends. D'accord, je voudrais savoir comment trouves-tu la courbe d'apprentissage du gouvernement au Liban? Est-ce qu'il tire des leçons de ce qui se passe dans la région, même à l'intérieur du Liban, et de la manière dont ils essayent de développer tous ces différents partis au sein de la société libanaise? Oui, je veux dire, il est difficile de dire réellement qu'ils vont apprendre quoi que ce soit. Nawaf Salam,
comme je l'ai déjà mentionné lors de notre dernier direct, a des antécédents familiaux de trahison et de collaboration avec les sionistes. Donc il ne s'agit pas vraiment d'apprendre quoi que ce soit. Et bien sûr, Nawaf Salam a quitté son poste de juge à la CIJ, la Cour internationale de justice, pour donner une chance à un sioniste chrétien d'Ouganda de devenir président de la CIJ, permettant ainsi à Israël d'échapper à toute répercussion pour ses crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est pourquoi je pense qu'il est clair qu'il n'y aura pas de courbe d'apprentissage pour Nawaf Salam. Mais si l'on regarde le président, il est évident que le président Aoun n'est pas totalement à l'aise avec ce qui se passe, car c'est la fin de sa carrière. Il a été général pendant longtemps dans l'armée et jouissait d'un grand respect. General within the military, had a lot of respect. Everybody respected him in the country, and now he's in a position of Tout le monde le respectait dans le pays. Et maintenant, il est dans la position de président. Soudainement, toute son histoire est jetée à la poubelle en étant associé à Nawaf Salam et à ses plans. Parce qu'Aoun veut que son héritage soit écrit dès maintenant, il est clair qu'il va devoir affronter Salam, d'autant plus que l'armée, dirigée par le général Haikal, s'oppose également à ce que fait Salam. Il doit donc s'assurer de ne pas perdre le soutien de l'armée en tant que président, ni de voir son héritage détruit par Nawaf Salam. S'il doit y avoir des changements, ils concerneront la position du président Aoun. Je ne m'attends pas à ce que Nawaf Salam, en bon serviteur docile, se transforme soudainement en Django et se rebelle contre le maître.